En 2022, plus de 2 millions de Burkinabés fuyaient leur maison, tandis qu'en 2025, 28 bataillons rouvraient des routes que l'on croyait perdues, renversant en quelques mois un paysage de peur enraciné. Dans ce contraste brutal se dessinent deux pays, celui des marchés morts et des écoles murées, et celui où les puits recoulent, où les classes rouvrent, où les familles dorment enfin sans sac prêt. Que signifie vraiment ce basculement pour ceux qui reviennent et comment Ibrahim Traoré veut-il transformer ces chiffres en souveraineté vécue pour le Burkina Faso? Derrière les communiqués, une expérience discrète redéfinit la manière dont un peuple tente de se relever. Ce récit promet plus qu'un simple retour à la normale. Il propose de comprendre comment un pays, longtemps figé entre exode et silence, tente de convertir la survie en méthode. La promesse centrale tient en 10 mots. Une souveraineté qui commence par le pain, pas par la peur, et elle ouvre un horizon où chaque geste quotidien retrouve un poids politique. Le véritable enjeu est précis: mesurer si la reconstruction peut réellement dépasser les discours, si les puits rouverts, les champs replantés et les marchés ranimés suffisent à ancrer une paix durable dans les villages du Nord. Entre l'espoir palpable et les risques persistants, routes minées, frontières instables, cycles agricoles fragiles, le pays avance sur une ligne étroite. Une micro-question demeure: la transformation visible peut-elle survivre au chaos qui persiste en périphérie? Dans les prochaines sections, nous suivrons ce fil tendu, là où les chiffres rencontrent les gestes ordinaires et où la dignité se reconstruit une décision à la fois. La mini-révélation tient en deux faits qui, placés côte à côte, renversent toute lecture linéaire. En 2022, plus de 2 millions de personnes fuyaient un territoire fragmenté. Et 3 ans plus tard, 28 bataillons de réaction rapide avaient rouvert près de 7 000 kilomètres de route, permettant à plus d'1 million de déplacés de rentrer. Ces deux chiffres, distants mais cohérents, exhortent l'ampleur d'un basculement que peu d'analystes avaient anticipé. Ce contraste ouvre notre premier point d'éclairage. La dynamique actuelle n'est pas née d'un miracle soudain, mais d'une chaîne de décisions méthodiques où la sécurité a servi de préambule à la reconstruction. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, la présence de l'État s'arrêtait souvent à la dernière caserne. Au-delà, écoles brûlées, villages vidés, champs abandonnés constituaient la norme. Les campagnes vivaient sous la loi des armes et chaque déplacement relevait d'un pari mortel. Puis un principe opérationnel a émergé: frapper vite puis rester. Les bataillons libèrent les axes, sécurisent les couloirs, rouvrent les marchés. Les brigades civiles consolident ensuite, village par village, en ancrant la confiance plutôt qu'en multipliant les postes militaires. Cette articulation, simple en apparence, a modifié la nature même de la guerre, transformant l'affrontement en apprentissage d'un retour progressif à la normalité. Dans des localités naguère fantômes, Barcelogo, Gabou, Boulé, Doumouhoun, les effets sont visibles. Rires d'enfants, marchés bruissants, enseignants rappelés, routes enfin praticables. Mais l'essentiel se trouve au-delà du visible. Une femme qui marche seule jusqu'au puits devient un indicateur plus pertinent qu'une colonne de chiffres. Ibrahim Traoré insiste sur cette logique du terrain humain, où la paix se mesure par la dignité retrouvée. C'est dans ce contexte recomposé que s'inscrit la suite. Comprendre comment un pays, encore marqué par les cicatrices du Sahel, tente de transformer une reprise sécuritaire en gouvernance enracinée, où chaque mètre carré reconquis devient un espace social structurant. Pour saisir la trajectoire qui s'esquisse, il faut suivre ceux qui, loin des tribunes, traduisent la théorie en gestes: soldats devenus bâtisseurs, civils devenus gardiens de la paix, équipes mixtes qui apprennent à stabiliser une localité comme on répare un outil fatigué. Ces acteurs discrets forment la colonne vertébrale du changement.
Leur rôle n'est pas héroïque au sens classique, il est patient, segmenté, fondé sur l'idée que la sécurité ne s'impose pas, elle s'installe. Prenons le village de Gabou. En 2020, 2023, les routes y étaient encore minées et les classes verrouillées par la peur. 6 mois plus tard, grâce à la sécurisation combinée d'une unité d'élite et d'une brigade communautaire, les enfants retrouvaient le chemin de l'école. La scène paraît banale, un tableau noir, un robinet, des rires qui rebondissent sur les murs récemment blanchis. Pourtant, dans un territoire qui avait perdu jusqu'au son de ses propres routines, ce retour à l'ordinaire équivalait à une renaissance. À Boulé, Doumouhoun, même logique. Un marché reconstruit sur les ruines d'un ancien poste de contrôle, des étals réinstallés, des femmes vendant du mil dès l'aube, des hommes réparant des motos, des jeunes discutant d'irrigation au lieu de fuir les convois armés. Ces scènes, réduites à quelques minutes de vie simple, donnent une mesure intuitive du tournant en cours. Ce que ces microcas racontent surtout, c'est la première conséquence tangible du modèle en gestation. Quand les habitants recommencent à occuper l'espace, l'État retrouve un nom, un visage, une utilité. La sécurité cesse d'être un slogan pour redevenir une habitude. Et la question qui s'impose est brève. So what? Si ces gestes ordinaires se multiplient, ils redéfinissent la cohérence même de la reconstruction. Le déclencheur apparaît en 2022, et dès 2022, lorsque le pays atteint un point de rupture. Moitié du territoire sous emprise armée, routes coupées, marchés vidés, exode massif dépassant 2 millions de personnes. Face à cette désintégration, Ibrahim Traoré impose une règle simple: aucune graine ne pousse sans sécurité, et lance la première phase d'une stratégie à 2 temps. Le mouvement initial est militaire, rapide, méthodique. 28 bataillons de réaction avancent bloc par bloc, nettoyant les axes, rouvrant les routes, neutralisant les checkpoints clandestins. La mission n'est pas la conquête, mais la réouverture, permettre aux familles de revenir et de réoccuper les lieux abandonnés. Ce premier souffle crée un espace respirable dans des zones où la peur avait fossilisé la vie quotidienne. Puis survient la montée en puissance, le surge. Une fois les routes praticables et les villages réinvestis, les brigades de police communautaire prennent le relais. Elles s'installent, écoutent, arbitrent, reconstruisent les liens distendus par les années de fuite, composés d'anciens déplacés, de volontaires formés et d'agents locaux. Elles incarnent une stabilisation lente mais durable. Leur rôle n'est pas de patrouiller sans fin, mais d'habiter le lieu, d'y restaurer l'autorité du quotidien. Régler un litige, rouvrir un puits, protéger un marché, rassurer une mère. Ce passage du fusil à la parole transforme progressivement l'usage de la force en apprentissage collectif. Les écoles rouvrent, les bus scolaires réapparaissent, les commerçants reprennent la route. Dans les bourgs naguère fantômes, le bruit des moteurs supplante celui des rafales. Le troisième mouvement, l'écho, se produit au moment où la sécurité retissée permet enfin le retour de la production. En 2024, après la stabilisation initiale, démarre la campagne agropastorale 2023-2025. Près d'1 milliard de dollars sont investis dans 8 filières: riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé et mangue. Les canaux d'irrigation sont réparés, les semences livrées à temps, les troupeaux vaccinés, les marchés réaménagés. Dans plusieurs provinces, les pluies reviennent exactement au moment des semis, amplifiant l'effet du dispositif. Les champs reverdis ne sont pas qu'un symbole, ils forment la première boucle positive entre sécurité, travail et revenus. Là où régnaient les postes de contrôle illégaux, on voit désormais des coopératives d'éleveurs et des femmes gérant des caisses d'épargne.
Cet écho touche aussi les indicateurs humains. Plus d'un million de personnes rentrent chez elles. 320 écoles rouvrent, les marchés regagnent jusqu'à 60% de leur activité pré-crise. Dans les villages de Gabou ou de Tamasco, une femme peut désormais marcher seule jusqu'au puits. Ce geste, simple et silencieux, résume mieux que n'importe quel rapport le basculement en cours. Et c'est précisément ce type de scène qu'Ibrahim Traoré invoque lorsqu'il parle de terrain humain. Une souveraineté qui naît là où la peur recule et où le travail redevient possible. Ce fil, sécuriser, réoccuper, produire, forme le cœur de la séquence actuelle. La suite consistera à mesurer si cette dynamique peut résister aux incertitudes du Sahel, entre frontières instables, pluies capricieuses et fatigue collective. La dynamique actuelle ne peut être évaluée sans passer par trois repères chiffrés qui, assemblés, décrivent une transition mesurable. Le premier indicateur dessine le baseline delta le plus parlant. Plus d'un million de déplacés sont revenus chez eux en 2025, alors qu'ils étaient plus de 2 millions à fuir en 2022. L'écart n'est pas une abstraction démographique. Il traduit le rétablissement de la sécurité dans plus de 60% des communes autrefois inaccessibles. Autrement dit, chaque foyer revenu représente une cellule de stabilité qui, ajoutée aux autres, reconstitue une trame sociale perdue. Une telle densité de retour ne peut exister que si les routes redeviennent praticables, si les marchés rouvrent et si les écoles retrouvent leurs élèves, conditions sans lesquelles la vie quotidienne ne tient pas. Le deuxième repère concerne l'espace physique reconquis. Les 28 bataillons ont sécurisé près de 7000 km de route, un chiffre qui équivaut à relier 2 fois Ouagadougou à la frontière malienne. Cette distance est essentielle car elle transforme la carte du pays, les convois humanitaires circulent à nouveau, les commerçants reprennent leurs trajets régionaux, les familles peuvent voyager sans escorte. En termes sociaux, cela signifie que les circuits économiques, du mil au bétail, reprennent leur flux. Sans route, aucune administration ne peut fonctionner. Avec des axes sûrs, les échanges redeviennent possibles. Ce delta géographique modifie les comportements. Là où l'on se cachait, on circule. Là où l'on évitait les marchés, on négocie à nouveau. Le troisième repère est économique. Le programme agropastoral 2023-2025 mobilise près d'1 milliard de dollars US et, dans les régions du Nord et du Centre, la productivité agricole a bondi de 45% entre 2023 et 2025. Ce cran de progression s'explique par trois leviers: irrigation rétablie, semences arrivées à temps, circuits commerciaux relancés. Un tel delta de productivité indique que les terres longtemps abandonnées redeviennent fonctionnelles. Il suggère aussi que les ménages retrouvent une autonomie alimentaire partielle. Là où les récoltes s'effondraient, les champs reverdis montrent un retour de capacité. Dans des contextes sahéliens fragiles, un gain de 45% ne reflète pas un miracle, mais une synchronisation rare entre sécurité, pluie et organisation locale. Ces, ces trois chiffres, mis ensemble, composent une image cohérente. Un pays qui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, tente de convertir la stabilisation sécuritaire en moteur productif. Mais les données n'épuisent pas la réalité. Elles masquent la lente alchimie entre organisation et fatigue, entre volonté et limites logistiques. Les critiques étrangères soulignent le risque d'un modèle trop centralisé, d'une gouvernance trop verticale, mais les habitants, eux, observent un changement tangible, des écoles rouvertes, des prix plus stables, des puits réparés. Dans les marchés hebdomadaires, la fréquentation augmente de 60%, offrant un autre indicateur vivant de la reprise. Les chiffres
ne promettent pas l'éternité, mais ils prouvent que la paix peut être quantifiée lorsqu'elle se sème. Et c'est dans cette tension entre mesure et vécu que se joue la suite. Transformer une amélioration chiffrée en transformation durable. Le débat autour du modèle burkinabé s'organise en deux thèses solides qu'il faut examiner avec honnêteté avant de les confronter. Le premier argument, porté par plusieurs observateurs étrangers, affirme qu'aucune stabilité durable ne peut naître sous un régime militaire. Selon eux, la suspension des élections affaiblit la légitimité institutionnelle, centralise le pouvoir et crée un risque d'autocratie rampante. Ils reconnaissent les progrès sécuritaires, mais craignent que ces succès masquent un durcissement politique. Leur thèse repose sur une logique simple. Sans contrôle démocratique régulier, la stabilité reste fragile, dépendante d'hommes et non de systèmes. Le second argument émerge à l'intérieur du pays, dans les zones où les habitants ressentent les effets directs des changements. Pour ces partisans, la légitimité se gagne d'abord sur le terrain. Une mère qui dort sans crainte a, selon eux, déjà voté avec sa tranquillité retrouvée. Ils admettent que les urnes sont reportées, mais observent que les marchés revivent, que les enfants retournent à l'école, que les routes deviennent praticables. Dans un contexte où la survie quotidienne prime, ils estiment que la démocratie formelle peut attendre que la vie redevienne possible. Leur thèse repose sur une autre logique. Les institutions ne fonctionnent que si les communautés ont d'abord les moyens de les soutenir. Entre ces deux positions, le Stillman exige d'accepter que chacune touche un point vrai. Les critiques ont raison de rappeler que la sécurité sans garde-fou démocratique peut dévier. Les partisans ont raison d'insister que la liberté sans sécurité demeure une promesse creuse. La question devient donc moins binaire que ne le pensent les deux camps. Il ne s'agit pas de choisir entre démocratie et stabilité, mais d'examiner comment les deux peuvent cohabiter dans un environnement sahélien fracturé. La réponse partielle se lit dans les réformes sociales, registre unique, programme de micro-entreprises, assurance santé universelle, comités locaux qui arbitrent les projets. Ces mécanismes montrent un effort de gouvernance qui cherche moins à concentrer le pouvoir qu'à reconstruire des fondations. C'est ici que s'ouvre la section suivante, le point d'inflexion où la trajectoire bascule. Un basculement discret survient. Ce point médian révèle une mécanique moins visible mais décisive. La reconstruction ne progresse plus seulement grâce aux bataillons ou aux programmes agricoles, mais grâce à un changement d'échelle dans la manière dont les communautés se gouvernent elles-mêmes. Là où l'État n'existait plus, émergent désormais des comités villageois capables de suivre les projets, d'ajuster les priorités, de signaler les urgences. Cette couche fine, souvent ignorée, transforme les résultats ponctuels en trajectoires durables. Le cas de Barcelogo l'illustre. Après la sécurisation, ce sont les habitants qui ont réorganisé l'accès aux puits, structuré un marché hebdomadaire et constitué un groupe d'épargne. Aucun décret ne l'a imposé, la dynamique vient d'en bas. Ce modèle, que Ibrahim Traoré qualifie de terrain humain, redéfinit la souveraineté. Elle n'est plus un drapeau hissé, mais une capacité collective à maintenir l'ordre ordinaire sans assistance extérieure. Ce midpoint marque la vraie question. Cette gouvernance enracinée peut-elle absorber les chocs à venir? Frontières instables, pluies incertaines, pression sécuritaire? La réponse façonnera la seconde moitié du récit. Les effets de la transformation se déploient désormais à 4 niveaux distincts: nation, entreprise, individu et région, chacun révélant une facette de la dynamique enclenchée depuis 2022. Ces sphères ne progressent pas au même rythme, mais elles se répondent, formant une architecture de reconstruction où la souveraineté prend un sens concret.
Au niveau national, l'État retrouve une colonne vertébrale administrative qu'il avait perdue. Grâce au registre social unique, plus d'1 million de retours ont pu être enregistrés avec précision, ce qui permet de cibler les aides, de suivre les déplacements et de rétablir des droits élémentaires. Ce réancrage bureaucratique marque une rupture. Le pays n'est plus seulement défendu par des bataillons, il est de nouveau administré. Les paiements numériques, les transferts sociaux directs et l'assurance santé universelle redonnent une régularité institutionnelle qui avait disparu. Sous Ibrahim Traoré, cette normalisation n'a rien de spectaculaire, mais elle fournit la base silencieuse d'une stabilité durable. Au niveau économique, le redressement agricole agit comme un moteur économique. Les coopératives locales signent des contrats d'approvisionnement avec le Programme alimentaire mondial. Le riz, le mil et les haricots burkinabés alimentent les cantines scolaires. Les marchés hebdomadaires reprennent 60% de leur activité d'avant-guerre. Ce redémarrage génère une boucle de valeur entièrement locale: produire, vendre, consommer. Dans un pays où les importations dominaient, cette reconfiguration modifie les flux commerciaux. Les artisans reviennent, les petits ateliers rouvrent et les chaînes d'approvisionnement reprennent corps. Au niveau social, c'est ici que les effets deviennent les plus tangibles. Une veuve vend une chèvre pour acheter des médicaments. Un jeune répare un toit au lieu de fuir. Une mère n'a plus à parcourir des kilomètres pour de l'eau potable. Dans les villages comme Gabou et Tamesco, les groupes d'épargne féminins se multiplient. Les jeunes deviennent vaccinateurs ou éleveurs. Le travail remplace la dépendance et la dignité se reconstruit au rythme des gestes ordinaires. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension. La paix n'a de sens que si elle nourrit. Dans un pays meurtri par l'instabilité, cette équation simple devient une boussole. Au niveau régional, les effets débordent les frontières nationales. Le commerce transsaharien reprend. Les routes vers le Niger, le Ghana ou le Bénin se rouvrent progressivement. L'usine de viande de Bobo Dioulasso devrait employer près de 3000 personnes, dont beaucoup d'anciens déplacés, créant un pôle économique régional. Le Burkina Faso, hier dépendant de l'aide, envisage de redevenir exportateur. Cette dynamique inspire d'autres pays sahéliens qui observent de près ce modèle basé sur la souveraineté locale. Ces 4 niveaux montrent une cohérence inattendue. Lorsque la sécurité ouvre la voie, l'économie suit, les communautés se renforcent et les régions s'interconnectent. La suite du récit évaluera si cet équilibre peut résister aux pressions du Sahel. 3 trajectoires plausibles émergent pour les prochains mois, chacune dépendant de variables déjà visibles: stabilité des frontières, continuité des programmes sociaux, résilience agricole et capacité administrative à absorber la pression du terrain. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent 3 manières dont la dynamique actuelle pourrait se prolonger, se renforcer ou se fissurer. Le pays maintient son rythme actuel. Les programmes RSU, PMV et RAMU poursuivent leur intégration. Les transferts monétaires circulent régulièrement et les comités locaux consolident leur rôle dans la gouvernance quotidienne. La sécurité reste fragile dans certaines zones frontalières, mais le cœur du territoire demeure stable. Les récoltes s'alignent sur les moyennes des 2 dernières années. L'agriculture progresse autour de 4 à 5% et les coopératives rurales deviennent des relais administratifs fonctionnels. Ce scénario repose sur une condition simple: pas de rupture politique majeure, une coordination acceptée entre forces de sécurité et autorités locales, et une météo relativement clémente. Les pluies sont bonnes, les récoltes dépassent les prévisions et les infrastructures de transformation, dont l'usine de viande de Bobo Dioulasso, tournent à plein régime. Le retour des déplacés dépasse 1,5 million.
Les marchés ruraux atteignent ou dépassent les niveaux d'avant-crise, le pays redevient exportateur net sur certaines filières. Les routes transsahariennes s'ouvrent davantage, amplifiant les flux avec le Niger, le Ghana et le Bénin. Dans ce scénario, l'image du Burkina Faso change dans la région, d'un pays sous pression sécuritaire à un laboratoire d'autosuffisance. L'approche défendue par Ibrahim Traoré, souveraineté par la production locale, gagne en crédibilité externe. Les tensions frontalières avec le Mali et le Niger s'intensifient. Les prix mondiaux augmentent, rendant les intrants agricoles plus coûteux. Une sécheresse partielle compromet les récoltes. Si la production chute de plus de 15%, l'élan symbolique du pays se fissure. Les retours volontaires ralentissent, les marchés se dégradent, les coopératives peinent à maintenir leurs activités. Dans ce cas, le gouvernement devrait réactiver l'aide internationale qu'il espérait éviter, au risque d'entamer sa philosophie d'indépendance. Ce scénario rappelle que la souveraineté reste vulnérable aux aléas climatiques et géopolitiques. Ces trois trajectoires montrent une chose. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à préserver la cohérence du modèle, produire localement, décider collectivement, stabiliser durablement. Pour comprendre pourquoi cette trajectoire interpelle bien au-delà du Sahel, il faut observer trois types de regards, trois manières pour un spectateur de se sentir concerné, même loin du Burkina Faso. Ces lentilles ne décrivent pas seulement des émotions, elles traduisent des logiques d'identification qui structurent la réception du récit. Au niveau national, ceux qui, dans chaque pays, réparent des maisons, relancent des ateliers, restaurent des entreprises après une crise y voient un miroir familier. La logique burkinabé, sécuriser, produire, stabiliser, leur rappelle que la reconstruction est d'abord un travail patient, fait de réparations discrètes et de décisions quotidiennes. Le modèle ne propose pas de miracle, il offre une méthode. Pour ces bâtisseurs, l'expérience sahélienne résonne comme une validation. La souveraineté commence là où l'on décide encore de semer. Au niveau économique, dans un monde saturé de discours politiques souvent creux, le retour d'un enfant dans une école reconstruite parle plus fort que n'importe quel programme électoral. Ceux qui se sentent trahis par des années de promesses non tenues reconnaissent ici une vérité simple. La politique n'a de valeur que lorsqu'elle améliore le quotidien. Voir un village retrouver l'eau potable, un marché reprendre vie, un puits être réparé, voilà des preuves qui dépassent les slogans. Au niveau social, pour les jeunes, la figure de leadership qui émerge au Burkina Faso, autorité sobre, action avant discours, constance sans mise en scène, offre un contre-modèle rare. Dans un monde où l'image domine tout, cette sobriété devient magnétique. Elle suggère qu'un futur peut se bâtir sans théâtralisation permanente. Ces trois angles montrent que le récit burkinabé n'est pas local. Il pose des questions universelles sur dignité, responsabilité et capacité à recommencer. Pour comprendre comment la reconstruction peut devenir un système plutôt qu'une succession d'événements, il faut observer la méthode qui se déploie depuis 2022. Du 2022. Ibrahim Traoré la présente rarement de manière théorique, mais ces dispositifs forment une chaîne d'action en 5 étapes, chacune attribuée à des acteurs précis, avec des objectifs mesurables. Cette logique transforme un pays meurtri en chantier de résilience. Dans cette étape, grâce au registre social unique, chaque famille déplacée est recensée. L'administration locale se charge de vérifier les données, les préfectures les consolident. L'objectif est clair. Sans identité stable, aucune politique publique ne tient. Avec un numéro, tout devient possible. Dans cette étape, les équipes sociales attribuent les aides selon les besoins déclarés. Une veuve achète de la nourriture, un jeune répare sa boutique. Chaque transfert vise un effet multiplicateur. Réinjecter du pouvoir d'achat dans des marchés renaissants.
Au niveau social, les agents de santé communautaire enregistrent les familles, les dispensaires assurent le suivi. Cette couverture modeste mais réelle empêche les ménages de replonger dans la pauvreté extrême. Une vache n'a plus à être vendue pour sauver un enfant. Dans cette étape, coopératives, volontaires et techniciens agricoles se coordonnent pour assurer irrigation, semences, vaccination du bétail et accès au marché. Du champ à l'étal, la continuité du revenu devient la nouvelle colonne vertébrale de la stabilité. Dans cette étape, les comités locaux vérifient l'avancement des projets, signalent les retards, publient les résultats. Les préfets ajustent les priorités. Cette transparence de proximité fonde une gouvernance lente mais solide. En reliant identité, aide, santé, production et contrôle, le pays convertit la survie en méthode. C'est ainsi qu'une nation apprend à se relever autrement que par miracle. Dans un petit village de Barcelogo, une femme porte un bébé d'un bras et une chèvre de l'autre. Cette scène modeste et silencieuse résume l'arc entier du récit. Nourrir avant de promettre, travailler avant de parler. Elle rappelle les premiers cas rencontrés plus tôt à Gabou, à Boulay Doumoun, où un tableau noir, un puits réparé ou un marché réinstallé devenaient des preuves fragiles mais réelles d'un pays qui recommence. Les visages changent, mais le geste demeure. Reprendre possession du quotidien. C'est ce motif que reprend Ibrahim Traoré lorsqu'il évoque la souveraineté par la terre. Il ne se présente pas en héros, mais en ouvrier du réel, affirmant que la dignité se cultive comme un champ, un sillon après l'autre, sans spectacle. Dans un territoire longtemps marqué par le bruit des armes, entendre de nouveau le bêlement d'un troupeau ou le rire d'un enfant relève presque de l'extraordinaire. La phrase qui en découle tient en 12 mots. La dignité renaît lorsque le quotidien redevient possible pour tous. Elle sert de pont entre la poussière du Sahel et notre propre regard. Qu'aurions-nous fait, nous aussi, avec si peu d'outils et tant de volonté? Le Burkina Faso ne se relève pas sous les projecteurs, mais dans les gestes minuscules qui transforment un territoire. Une pompe remise en marche, un champ labouré, une classe réouverte. Cette renaissance tranquille, façonnée par des communautés qui refusent la résignation, porte une portée plus large qu'elle n'y paraît. Elle interroge chacun de nous sur la relation entre dignité, responsabilité et capacité à recommencer. Dans un monde saturé d'analyses rapides, l'expérience burkinabé rappelle qu'une transformation authentique se mesure moins au discours qu'aux preuves vécues. Elle invite à écouter les voix du Sahel, non pour les admirer, mais pour comprendre ce qu'elles révèlent sur notre propre manière d'habiter la fragilité. Si cette histoire vous a éclairé, partagez-la, discutez-la, confrontez-la à vos certitudes. Le dialogue est aussi un outil de souveraineté. Il prolonge la réflexion et ouvre des chemins inattendus. Et peut-être qu'en observant la patience de ceux qui reconstruisent avec leurs mains, nous apprendrons à reconstruire, nous aussi, nos propres terres intérieures.